Donc je vais commencer peut-être par présenter Nickel. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une fintech. On permet d'ouvrir des comptes courants en 5 minutes dans des bureaux de tabac. On a 7500 bureaux de tabac partenaires en France, on en a 11 000 en Europe, on est dans 5 pays. On a réussi à ouvrir en 10 ans plus de 4 millions de comptes. On est 800 employés à travailler chez Nickel. Parmi ces 800 employés, il y a 25 data analysts qui sont répartis dans toutes les équipes. Et on a 25 data analysts qui vont travailler à plein temps sur la donnée, mais en réalité, ce qu'on va voir, c'est qu'on a 200 utilisateurs de BigQuery actifs, c'est-à-dire un quart des employés qui ont l'habitude de faire des requêtes SQL et de créer des dashboards. Et pour supporter ça, on a une équipe centrale de la data. Donc moi, je suis responsable de la data chez Nickel. Mon job, ça a été de passer à l'échelle de 3 employés data. Maintenant, on est presque une quarantaine d'employés data en 5 ans. Et tout en essayant de transmettre cette vision, de donner le pouvoir aux différentes équipes pour que toutes les équipes soient capables de tout faire sur les données. Juste via des data analysts, ils sont capables de collecter les données dans le data warehouse, les transformer, les exposer aux autres, les documenter, les exposer aux autres, faire leurs analyses évidemment, et puis mettre en prod des algos. Et puis je suis aussi un techos, donc ça m'arrive le soir de coder des petits projets open source. Certains connaissent Big Functions, qui est un catalogue de fonctions open source par-dessus BigQuery. Ou Airbyte Serverless, qui est un petit wrapper par-dessus Airbyte, qui permet d'instrumenter des connecteurs via une ligne de commande et YAML. Pour ceux qui veulent passer du data engineering au YAML engineering. Donc je vais faire ça en 2 parties vraiment. La première sera une démo sur un cas d'usage que j'avais développé une fois un soir, mais finalement on a fait chez Nickel. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième cas d'usage qui en fait en réalité était le premier, sur un cas de recherche d'informations dans une base de connaissances, qui est le cas classique. Et en fait, à la fois ça a très bien marché, et à la fois on a été déçus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, je ferai une ouverture sur comment est-ce qu'en étant ces cas d'usage de recherche d'informations dans les bases de connaissances ou autres. Donc la démo, c'est une petite app web qui est disponible, qui est publique, que j'avais fait un soir, qui permet de questionner des commentaires clients qu'il y a sur l'App Store. Donc je vais essayer de faire une démo live. Donc vous arrivez ici, donc ça c'est public, tout le monde peut aller dessus, ça s'appelle Reviews to Insight, je vous remettrai le lien après si vous voulez. Je peux regarder toutes les apps qui existent sur l'App Store, je peux faire une recherche, là ça fait juste un appel à l'API de l'App Store tout simplement. Et puis je peux en choisir une. Voilà, par exemple Google Photos, imaginons, mais ça peut être n'importe laquelle. Ça va vous intéresser de regarder votre app à vous, notre app Nickel. Ça va être intéressant de regarder toutes les apps de tous nos concurrents. Et une fois qu'on a ça, en fait, on voit que sur l'App Store, il y a énormément de commentaires sur Google Photos. Et donc, c'est difficile de réussir en fait, à comprendre, quand on voit ça, ce que pensent nos clients, ce que nous disent nos clients. Pourtant, nos clients nous parlent. Nos clients ont fait un effort là, de donner du feedback. Et si on a envie de vouloir le regarder. Vous voyez, j'en suis toujours au début de la page. Hein. Donc ce cas d'usage de Generative AI, c'est juste de prendre tous ces commentaires clients, les copier-coller dans le prompt, et de pouvoir poser une question à ces commentaires clients. Donc je génère un prompt avec les commentaires, une question, l'utilisateur, et puis un petit bout de contexte qui est, étant donné les différentes reviews de l'utilisateur, et étant donné cette question, est-ce que tu peux répondre à l'utilisateur qui te pose une question. Donc j'ai des fonctions j'ai des questions qui sont préenregistrées. Et par exemple, si vous voulez tout savoir sur les 10 plus grosses frustrations de Google Photos, voilà. Il y a un système de cache, donc c'est pour ça que ça a été vite. Normalement, ça prend un peu plus de temps. Ouais, il y a des gens qui s'amusent, qui sont déjà en train d'écrire des questions, peut-être. J'enregistre les questions. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train d'écrire des questions. Bon. Donc c'est quoi les 10 frustrations qu'on a là, qu'on voit? C'est notamment, il y a un truc qui est assez pénible, on se rend compte là, c'est que je suis en train de supprimer une photo de Google Photos, j'ai l'impression de la supprimer sur mon Google Photos, et en fait, c'est la supprime sur mon appareil. C'est un truc que les utilisateurs ne s'attendent pas. Bon, évidemment, il y a l'histoire du paid storage, parce que je prends plein de photos, il y a tout qui est backupé, sans que je choisisse. Et en fait, au final, moi, je suis obligé de payer parce que ça augmente l'usage. Donc vous voyez, là, c'est assez intéressant. Probablement que les PO de chez Google Photos connaissent ces trucs-là, mais vous apprenez énormément de choses directement sur cette app et sur les frustrations qu'ils peuvent avoir. Vous pouvez avoir aussi des feature suggestions. Voilà. Donc, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait un duplicate photo finder.
Moi, je suis en tant que PO, je travaille chez Google Photos, et je suis capable de voir que mes utilisateurs nous demandent une fonctionnalité qui permet de trouver les duplicats. En fait, chez Nickel, je vous ai dit, on avait 200 utilisateurs qui font du SQL. Donc en fait, on a essayé de démocratiser, en fait, à peu près comme toutes les boîtes, l'usage des données, que les gens soient capables, ne serait-ce que d'aller trouver l'information dont ils ont besoin dans les données. Mais dans ces données structurées, il vous manque énormément de choses. Et d'ailleurs, vous pouvez être le meilleur data analyst si vous vous basez sur des données qui n'existent pas. Si vous n'avez pas les données, vous ne pouvez pas inventer des insights. Dans les données structurées, il n'y a pas les informations des commentaires clients de façon générale. Et donc, les gens qui font du SQL sur notre BigQuery, ils n'avaient pas la possibilité de répondre à ce genre de questions que j'ai posées juste avant. Donc, de la même façon qu'on a essayé de démocratiser l'accès aux données structurées, on a voulu démocratiser l'aspect, les données des commentaires clients. On avait les UX et certaines personnes qui avaient accès à ces données-là. Maintenant, on a voulu donner accès à tout le monde. Donc, on a commencé, en fait, en réalité, on avait commencé par un moteur de recherche qui permettent de lister tous les commentaires clients sur toutes les sources, en fait, que ce soit l'App Store, Play Store, Trustpilot, sur les réseaux sociaux, sur nos live chats, sur nos contacts email qu'on reçoit. Ça permet, en fait, en démocratisant ça, de donner la main à n'importe quel product, de comprendre ce que pense le client. Et puis par-dessus, on a rajouté une petite interface de chat où je peux demander, par exemple, quels sont les avantages de la carte métal selon mes clients. La carte métal, chez moi, c'est notre offre premium. Avec les données structurées, je suis capable de comprendre qui consomme la carte métal. Je suis capable, avec mes données structurées, d'identifier quels sont les profils clients. Est-ce que c'est plus les voyageurs parce que je suis capable de voir dans les transactions ce qu'ils sont capables de voir, ce qu'ils vont consommer l'offre métal. Ou est-ce que, en fait, je suis capable de voir plein de choses avec mes données structurées. Mais par contre, je ne suis incapable de voir pour quelle raison, en réalité, j'ai choisi ma carte. Ma carte, elle est bien parce que j'ai des frais diminués à l'étranger. Ma carte, elle est bien parce qu'elle est en métal et ça claque de la jeter sur le comptoir et ça sonne bien, quoi, ça fait bien, quoi. Et en fait, dans vos données structurées, vous n'avez pas cette information. Là, on a démocratisé l'accès où n'importe quel utilisateur chez Nickel peut comprendre, en fait, est-ce que les clients achètent plus métal parce que ça claque ou parce qu'ils ont envie d'avoir moins de frais à l'étranger. Et donc, maintenant, je vais vous montrer un deuxième cas d'usage qui, en réalité, était le premier. Je vous dis, c'est à la fois un succès et à la fois un échec, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le cas d'usage, c'est on a un service client qui répond au téléphone toute la journée. On a des centaines de conseillers qui vont répondre aux clients quand ils veulent les appeler pour répondre à un besoin. Les besoins ils sont plus ou moins complexes. En réalité, un conseiller ne sait pas toujours ce qu'il faut répondre, donc il a besoin de rechercher très vite dans une base de connaissances pour savoir quoi répondre dans quel cas, surtout quand c'est un cas un peu spécial. Et là, on s'est dit, chez Nickel, on avait un système qui était pourri pour faire ça, pour récupérer une information dans une base de connaissances. Ils ont dit, c'est le cas rêvé pour faire du RAG. C'est le cas rêvé où le conseiller va poser une question et nous, on va aller chercher dans la base de connaissances tous les contenus qui sont liés dans la base de connaissances. On va copier-coller ces contenus dans le prompt. On va copier-coller la question du conseiller et le Generative AI va nous répondre aux réponses. Sachant que la base de connaissances, pour info, c'est des slides. C'est des slides, c'est des Google Slides. Tous les modes opératoires du service client sont mis dans un gros dossier, dans Drive, avec plein de slides et plein de sous-dossiers. En fait, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait là-dessus. Vous voyez qu'il y a deux systèmes dans un. D'abord, il y a un moteur de recherche qui va aller chercher les contenus qui sont potentiellement pertinents. Et après, ça va les copier-coller dans le prompt. Et après, il y a la génération de contenu. C'est difficile quand on a un problème d'essayer de tout optimiser d'un coup. De réussir à avoir un système qui fait tout. Et on va filer ça aux utilisateurs finaux. Et on ne saura pas, quand le contenu généré sera mauvais, on ne saura pas si c'est parce qu'il n'y avait pas l'information dans les sources, si c'est parce que le moteur de recherche ne fonctionne pas, ou si c'est parce que le Generative AI a fait n'importe quoi alors que les sources étaient bonnes. Si vous avez un système global caché, c'est difficile. En fait, on a décidé de décomposer ce problème en deux, et d'abord d'avoir un système qui permet de faire un bon moteur de recherche par-dessus ces slides, et après, prendre les résultats des slides qui sont affichés et copier-coller et faire le prompt. Donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé juste par faire ce produit de moteur de recherche par-dessus les slides. Et c'est là que ça a été un succès, c'est que là, du coup, en quelques millisecondes, ça va hyper vite. L'utilisateur, il a tout de suite la slide qui est hyper pertinente, ils sont hyper contents. On a un système de feedback qu'on voit pas bien là, puis en dessous, c'est caché, quand on scrolle, on voit. Un système de feedback qui permet tout de suite de voir quand il y a un contenu qui manque, ça permet à l'utilisateur de dire il manque tel contenu, ou je comprends pas, je trouve pas ma slide.
ou qui permet de montrer quand la recherche a été pertinente ou pas. Ça a été un véritable succès, ça a été extraordinaire. On a une communauté d'utilisateurs qui sont hyper contents de ce produit et qui l'améliorent tous les jours. Et la base de connaissances, c'est une question tout à l'heure qui a été posée, comment est-ce que vous enrichissez la base de connaissances? La base de connaissances, elle est enrichie tous les jours par les utilisateurs grâce au système de feedback hyper facile. Pourquoi ça a été décevant? Parce qu'après, du coup, on a mis il y a un petit point d'interrogation. Et là, quand je pose ma question, ça va générer une réponse. Et c'est décevant parce que ça, personne ne s'en sert. Personne ne s'en sert parce que ce qu'on constate, c'est que je suis au téléphone, je vais répondre à une question. Il faut que très vite, avec 3 keywords, je trouve ma réponse. Je n'ai pas le temps d'écrire une phrase, ça prend 5 secondes. Je n'ai pas le temps d'attendre 5 secondes qu'il y ait une réponse qui arrive pour avoir un contenu qui n'est pas forcément parfait. Une deuxième raison, c'est qu'on a des contenus là qui sont vraiment optimisés pour avoir exactement l'information sur un process particulier et global. Là, on ne voit pas, mais souvent, il y a des workflows, il y a des flèches, fais d'abord ci, fais d'abord ensuite ça, il y a des screenshots, et ça ne va pas être adapté pour le Generative AI. Ce qu'on retient, nous, là-dedans, ça nous convainc, ça continue de nous convaincre, c'est que quand vous voulez aller loin, vous voulez faire du Generative AI pour répondre à un cas d'usage, c'est pas mal de décomposer en plusieurs étapes. D'abord, on fait le moteur de recherche, et ensuite, on fera le Generative AI. Et peut-être que le moteur de recherche apporte déjà de la valeur, et ça a été le cas. La deuxième chose qu'on retient, c'est que dans ce cas-là, c'est vraiment le search qui est intéressant. Mais dans le cas d'avant, le GenAI était souvent très intéressant, mais le search était toujours indispensable. Dans certains cas, les utilisateurs, ils veulent voir, ils veulent sentir, ils veulent renifler les commentaires clients qui parlent d'un sujet donné. Donc, ils ont besoin de faire le moteur de recherche, de regarder tous les commentaires qui parlent de quelque chose et de les voir. Donc, même sur ce cas d'usage-là, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait du pur GenAI avec une nouvelle app? Non, on a rajouté une fonctionnalité de génération de contenu par-dessus notre moteur de recherche existant. Et du coup, ça, c'est quelque chose auquel on croit, c'est que quand on a une base de connaissances, et le but, c'est d'obtenir des informations depuis la base de connaissances, c'est bien de combiner les deux, le search plus la génération de contenu. Et donc, du coup, la conclusion de ça, c'est que finalement, vous avez vu, on a fait le même produit. Le produit qu'on a fait sur les feedbacks utilisateurs, on fait un moteur de recherche, et puis après, on génère du contenu avec on peut poser des questions. Ou le produit où on a fait la même chose sur le moteur de reconnaissance, c'est le même, c'est la même app. Donc, en fait, on se posait la question de savoir si on ne pouvait pas faire quelque chose qui était configurable, qui permettait à n'importe quelle équipe de créer son app avec un mix de search plus de génération de contenu, ou juste de la génération de contenu. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle l'AI Companion chez nous. Et du coup, ça nous permet, nous, d'augmenter encore le paradigme de ce qu'on faisait jusqu'à présent à la data chez Nickel. À la data chez Nickel, souvent, on construisait des apps depuis l'équipe centrale et on permettait aux utilisateurs de faire des configurations. Donc, par exemple, nous, chez Nickel, on a fait une app centrale qui permet de personnaliser le contenu dans l'application mobile dans un certain encart. N'importe quelle équipe de la boîte peut changer le contenu qui veut afficher dans cet encart. On a créé une app centrale par une équipe centrale qui donne le pouvoir aux data analystes ou aux équipes métiers de configurer des choses qui vont apporter de la valeur pour le client. C'est pareil, on a créé une app centrale qui permet à n'importe quelle équipe dans la boîte d'envoyer des notifications en temps réel au client sur n'importe quel type d'événement. Là, on change de paradigme. On change de paradigme parce que là, on est en train d'envisager que chaque équipe puisse créer sa propre app. Pas uniquement qu'on crée une app centrale qui peut se configurer, mais là, qu'ils peuvent même créer leur propre app pour distribuer cette app aux autres. Que ce soit ce qu'on appelait Nickel Assist qui permet de faire de la recherche dans la base de connaissances, que ce soit l'app pour poser des questions aux commentaires clients. Le but, c'est que n'importe qui soit capable de configurer ça. Donc on configure. Comment est-ce qu'on configure? On configure. On met le contexte du LLM qu'on veut mettre. On ajoute un lien vers la base de connaissances qu'on a. Et c'est plus ou moins tout, en fait. Et grâce à ça, on est capable de créer une app. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis preneur.